écouter donc à peu près en 3 minutes chacun, hein, c'est ce qui est convenu, les conclusions qui sortent, qui remontent des différents ateliers. Le premier rang est fort dissipé là. Puis ensuite, avec les 3 participants de la table ronde, on va essayer de s'en emparer et encore une fois de faire de cette dernière séquence une séquence de mise en commun. On va essayer, on va essayer de respecter l'horaire. Je crois qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui ont des trains à prendre, etc. Donc on va essayer de condenser pour que tout ça tienne en 1 heure au lieu d'1 heure et quart. Je suis désolé, je ne peux pas vous présenter nommément parce qu'on ne m'a pas donné vos noms. Donc vous allez commencer par le faire vous-même. Il en manque une. On vous écoute. Vous êtes donc l'atelier 1. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, donc, je m'appelle Rebecca Dubois et je suis chef de projet politique de la ville à la communauté d'agglomération Rossi Pays de France, donc qui est interdépartementale à l'échelle entre l'Est du Val d'Oise et le Nord Seine-et-Marne. Alors, en ce qui concerne l'atelier 1 qui se focalisait sur les mobilités en matière de SS et de politique de la ville, ce qui est ressorti en ce qui concerne justement les valeurs ajoutées, c'était plutôt l'aspect, en tout cas, de l'immensité des freins à la mobilité qu'on a pu identifier, à la fois sociaux, économiques et puis également psychologiques, hein, puisqu'il y a aussi une forme d'autocensure en matière de mobilité, mais aussi la pluralité et la conviction, en tout cas, peut-être que l'ESS est tout à fait en capacité de répondre potentiellement justement à l'ensemble de ces freins. Donc, on a un certain nombre, pour le coup, de réponses qui peuvent être multiples. Et ça peut notamment passer par justement, en tout cas, une réponse multiple et globale sur du conseil en mobilité, sur des garages solidaires, en tout cas sur un certain nombre d'initiatives à ce titre. En ce qui concerne en tout cas les points d'appui, on en a identifié un certain nombre, on essaie de synthétiser quand même au sein de l'atelier. Donc le premier, c'était notamment justement de travailler en transversalité, hein, donc avec la multiplicité des acteurs. Organiser justement une sorte de recensement et de veille, hein, ne serait-ce qu'avant justement de mener à bien les projets, mais de faire vraiment un état des lieux et d'avoir une veille aussi sur l'ensemble des financements possibles. Avoir bien sûr des centres de ressources avec une gouvernance partagée qui se font déjà sur un certain nombre de territoires. Et puis bien sûr dans le cadre de l'élaboration et de la rénovation des contrats de ville qui touche à la fin en tout cas en 2019, vraiment sur le fait de recentrer en tout cas l'ESS sur des objectifs et moyens communs. Sur une stratégie partagée, sur une identification d'un pilote, en tout cas un chef de file sur ce volet-là. En ce qui concerne la question-réponse, on en avait quelques-unes, mais c'était vraiment le fait de pérenniser en tout cas les expérimentations réussies à long terme, dans la mesure où on a un certain nombre de dispositifs et d'accompagnement qui existent lorsqu'il s'agit de créer et de développer en fait une structure dans le cadre de l'ESS, mais se pose bien sûr la question de la pérennisation, comme le mentionnait une dame justement à Arles ce matin. Le fait de pérenniser l'ensemble des structures. Merci beaucoup. Atelier 2. Bien, alors je parle sous contrôle des membres du groupe. Je me suis volontairement désigné. Les valeurs ajoutées donc, qui ont été repérées sur le numérique, nous avons travaillé. Non, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. L'idée, c'est que l'inclusion numérique favorise l'inclusion sociale et professionnelle. Voilà un peu le message clé, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de pouvoir mobiliser le numérique comme un vrai levier pour aller sur des métiers nouveaux. On l'a évoqué ce matin aussi en table ronde, et c'est ressorti dans l'atelier, de pouvoir ainsi élargir l'horizon professionnel des habitants, en particulier des jeunes, justement oser penser carrière. Et puis, le troisième point, c'est de permettre de réduire cette fracture numérique qui est cette peur de cet outil qui finalement paralyse et pénalise beaucoup de l'accès aux droits du quotidien des habitants. Et donc, c'est de pouvoir permettre l'apprivoisement ou l'appropriation de la dématérialisation des services, alors qui est annoncé d'ici 2022, le cas échéant, et de pouvoir aussi sécuriser la navigation sur Internet, les traces qu'on laisse sur le net, etc., donc qui permettent aux jeunes, notamment, et à ceux qui utilisent les services, de ne pas se laisser manger. On a mêlé ensuite les points d'appui, finalement, c'est la synthèse des questions et des réponses, finalement. On repérait un peu. Un des enjeux importants, c'est de se dire comment arriver à ce que les habitants des quartiers qui n'ont pas d'appétence particulière, voire une peur du numérique, puissent s'en saisir. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est de ne pas en faire un objet en soi,
mais de pouvoir utiliser toutes les occasions qui le sont pour que le numérique soit simplement un moyen qui permet de pouvoir réaliser ce qu'on a à faire. On a une recette de cuisine à rechercher, on va utiliser le numérique, de chercher la recette de cuisine, la cuisine qui est proposée. Donc l'idée, c'est de favoriser l'accès au numérique par des activités dont le sujet n'est pas numérique, mais qui est un moyen, et donc qui serait ainsi, non pas le sujet qui pourrait ensuite faire peur. C'est à la fois de médiation numérique par le sujet lui-même de l'atelier et aussi par un acteur qui aurait un rôle de médiateur numérique. Deuxième point qui est de pouvoir, et ça touche aussi bien le numérique que l'ESS plus largement, parce qu'il y a aussi une préoccupation transversale, c'est de faire ensemble à partir des habitants qui sont la clé de l'ancrage territorial des projets. On pourrait y ajouter, ça a été évoqué, ce n'est pas écrit ici, la place des bailleurs. Et donc, dans l'atelier, il y a un bailleur aussi qui a pu montrer comment, effectivement, aujourd'hui, l'offre des bailleurs va au-delà du logement, mais aussi vraiment sur l'accès aux services, une offre de services qui permet aussi d'assurer l'insertion et l'inclusion sociale des locataires. Et le dernier point, c'est de pouvoir, très concrètement, se dire, utilisons les programmations du contrat de ville 2020 pour, pourquoi pas, utiliser les 3 volets de valeur ajoutée pour nourrir les cahiers des charges des programmations, pour mobiliser le droit commun et puis les crédits spécifiques, les acteurs de crédits spécifiques pour pouvoir faire du numérique un vrai sujet, puisqu'il était relevé que finalement, il y avait peu d'actions qui ressortaient proposées par des acteurs associatifs ou de l'ESS dans les réponses aux programmations annuelles. Donc, utilisons ce levier qui est la programmation annuelle pour mettre dans les cahiers des charges ces sujets du numérique par les 3 volets qui sont proposés ici afin que les acteurs s'en saisissent et apportent des réponses concrètes aux habitants. Pardon, c'est débat simple. Merci. Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas, contrairement à mes collègues, un praticien de l'institution publique. Je fais la méthodologie de conception et des outils de décision. Voilà. Donc, j'ai la lourde charge de vous présenter l'atelier 3, enfin, du moins les conclusions. Ça a porté plus globalement sur l'initiative économique et les moyens de créer du développement économique. Et voilà ce qu'il en ressort. Donc, je dis en même temps que vous, répondre aux besoins des habitants et favoriser la création d'emplois et par et pour les habitants. Par et pour les habitants veut dire que, d'une part, il faut que cette initiative économique soit orientée à destination des habitants et portée l'initiative par les habitants. Donc, ça vous indique déjà l'orientation qu'a pris le débat entre nous. Ensuite, des points d'appui qui nous ont semblé plus pertinents, c'est la volonté politique. Alors, derrière ça, le débat était très riche. Alors, ce qu'on entend par volonté politique, d'aucuns se diront est-ce que c'est une façon d'interpeller le politique en lui demandant de jouer son rôle, de créer des conditions, ou est-ce que c'est de repréciser les enjeux, ou est-ce que c'est effectivement de l'assigner effectivement à proposition et prendre courage dans le débat qui nous concerne. Donc ensuite, il y a aussi les habitants, c'est-à-dire prendre appui aussi à partir des habitants, leurs envies, leurs compétences et leurs savoir-faire. Et enfin, partenariat multi-acteurs, coopération, ça peut aussi bien concerner la coopération, par exemple, demander à un bailleur d'insérer des clauses spéciales, des clauses sociales permettant effectivement que ces initiatives s'adressent directement à des porteurs de projets type ESS et que les bailleurs sociaux favorisent dans leur prérogatives, dans leur mission, l'accès à ces initiatives. Enfin, on a aussi évoqué en termes d'appui de la commande publique les marchés réservés, plus globalement, les clauses profitant aux habitants, le rôle des bailleurs, comme je viens de le dire. Ensuite, on a parlé de l'économie informelle, pouvant formaliser dans les modèles de l'ESS les parcours emploi et compétences. Alors, dans l'économie informelle, il y a eu un vrai débat sur cet enjeu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entend par le sujet de l'économie informelle? Alors, est-ce qu'il s'agit de dire qu'il faut trouver des éléments de codification qui permettent de traduire l'économie informelle et la rendre, je dirais, visible, acceptable, de sorte que justement, elle sorte de son champ, de sa zone d'ombre, et lui trouver des éléments justement qui lui permettent d'aller vers de la vraie économie, si j'ose dire, ou est-ce qu'on crée, ou est-ce qu'on demande à l'État de créer des statuts particuliers ou un modèle hybridé qui mélangerait l'ESS avec
sites ou d'autres formes de formats qui permettent à cette économie informelle demain de voir jour et de créer du développement économique, c'est-à-dire de sortir de sa zone. Moi, je trouve que là-dessus, il y a un vrai débat de fond. Et enfin, parcours emploi compétences, c'est un autre point d'appui, ça a été dernier. Puis, les questions, comment accompagner les structures de l'ESS à répondre au marché public, et puis faire appel pour des prestations à des associations que je finance par subvention. Voilà. Merci à vous. Merci. Atelier 3 bis. Donc, on était aussi sur le sujet de l'emploi et de la création d'activités, développement d'activités. Dans les valeurs ajoutées clés, on a repris des choses qui ont déjà été un petit peu évoquées, qui sont un peu l'ADN en fait de l'ESS, à savoir la proximité et la connaissance du territoire et de ses ressources, qui ensuite ont des déclinaisons très concrètes, cette spécificité-là, sur la capacité d'adaptation, l'agilité en fait qu'ont les acteurs de l'ESS dans le développement et l'ajustement de leurs actions, notamment en faveur de l'emploi et de la création d'activités. Pour certaines aussi, en lien toujours avec cette agilité, elle propose un renouvellement des approches d'accompagnement quand on accompagne la création d'activités. On a déjà parlé aujourd'hui à d'autres occasions. On accompagne la création d'activités dans les quartiers, peut-être un petit peu différemment, puisque dans les quartiers, parfois et souvent, les habitants pensent que la création d'entreprise, c'est pas forcément pour eux, qu'ils ont un savoir-faire, mais que de là, créer une entreprise, alors là, c'est compliqué. Et donc, on a eu quelques exemples d'initiatives ESS qui avaient renouvelé l'approche de l'accompagnement et qui montraient à ces habitants des quartiers que la création d'entreprise était possible, évidemment, pour eux aussi. Et troisième plus-value, valeur ajoutée, une capacité, alors une habitude de la mutualisation, de la coopération dans l'ESS à différents niveaux, mais qui peut aussi avoir une traduction très opérationnelle et une vraie plus-value en matière d'emploi. Il y a aussi question beaucoup ces derniers temps de mutualisation d'emploi. On a parlé des besoins de recrutement ce matin, des difficultés que certaines initiatives ESS avaient en termes de visibilité de leur activité, et donc étaient freinées dans le recrutement. Elles avaient besoin de compétences, mais elles ne savaient pas forcément si elles pouvaient recruter. Et donc il y a aujourd'hui des outils, enfin aujourd'hui, bientôt 30-40 ans, mais qui permettent de mutualiser des emplois, mais qui sont très peu connus. Et on avait un exemple dans l'atelier qui permet à des employeurs, des structures, donc là en l'occurrence de l'ESS, de partager des compétences. Donc ça leur permet d'avoir des compétences sur des temps elles-mêmes décident qui ne sont pas forcément des temps pleins. Mais par contre, avec la mutualisation, on va proposer des temps de travail qui sont des temps de travail à temps plein pour salariés. Donc ça permet aussi de sortir de l'idée, qui est parfois avérée bien sûr, mais pas que dans l'ESS, on a des emplois qui ne sont pas de très bonne qualité. Avec la mutualisation d'emploi, on peut travailler sur l'emploi de qualité et répondre aux besoins de compétences à temps partiel des employeurs. Voilà pour les plus-values. Sur les points d'appui concrets, on est revenu aussi, forcément, quand on parle d'emploi et d'activité, sur le levier, bien sûr, des marchés publics, avec l'idée peut-être de renforcer un petit peu ce levier-là et de s'appuyer sur les obligations légales pour renforcer l'accès au marché public des acteurs de l'ESS. On a parlé aussi, comme point d'appui, bien sûr, de la politique RSE des entreprises, des grands groupes, mais aussi des PME, parce qu'on peut parler RSE avec des PME et ça a du sens, notamment sur les territoires. Et puis, autre point d'appui, alors on a essayé de trouver une appellation des espaces de médiation, d'interaction, de facilitation qui permettent de se faire rencontrer des acteurs de l'ESS, des entreprises, des collectivités. Donc il y a des choses qui ont été évoquées, des business clubs, mais business clubs au sens vraiment on travaille au développement de l'activité, de la richesse au territoire, à plusieurs, pas que effectivement avec des entreprises. Et puis dans les questions-réponses, puisqu'on a, pour rebondir avec le volet RSE et les entreprises, l'idée de travailler aussi en amont sur l'évolution des représentations de l'ESS vis-à-vis des entreprises, parce qu'il ne suffit pas qu'une entreprise ait une politique RSE, qu'elle travaille avec les entreprises de l'ESS, il faut aussi qu'à un moment donné, les gens se rencontrent par la même langue et apprennent à se connaître. Donc il y a aussi à travailler sur cette question. Voilà. Merci. Et
avez raté les en 4, maintenant. À vous. Vous l'avez. Alors, je suis un peu étonnée, parce que c'était sur la bouteille cadre de vie, mais bon. Effectivement, l'objectif était de la valeur ajoutée en fait de l'ESS, c'était de dire que sur les quartiers, il y avait du coup, ça crée du lien social, mais aussi ça apportait un réseau. Voilà, nous, la plus-value de l'ESS, c'est vraiment de dire que ça permettait de créer des réseaux, de faire le lien entre les opérateurs économiques et les opérateurs marchands, non marchands du territoire, de faire un lien aussi avec les acteurs publics, institutionnels et les acteurs associatifs. Voilà, c'était vraiment la construction d'un réseau territorial, local, entre deux mondes, le monde économique, je dirais même trois, le monde économique, le monde associatif et le monde, on va dire, public institutionnel. Donc on a dépassé, je ne retrouve pas les petits. Voilà, on a effectivement évoqué la nécessité tous ensemble d'avoir une meilleure information sur ce qu'était l'ESS, l'économie sociale et solidaire, aussi bien en insistant sur l'aspect économique que social et solidaire, en quoi effectivement, puisqu'on a tous, on était d'accord ensemble de se dire que tout le monde ne connaissait pas l'ESS, le monde de l'ESS, et que peut-être des informations au niveau local, mieux connaître le système d'acteurs avec comment dirais-je, une cartographie ou un annuaire, ou alors en tous les cas que chacun puisse échanger sur sa connaissance du territoire et qu'on puisse retrouver l'ensemble de ces éléments de manière centralisée et qu'on puisse les partager. Voilà, on a évoqué ensemble la cartographie dynamique. Bon, après, il faut l'alimenter, c'est toujours la question de qui tient le stylo derrière. Voilà, on a identifié aussi des acteurs relais, c'est-à-dire peut-être avoir un référent par département, par territoire, pour qu'il y ait une seule entrée, puis après des orientations, toujours dans l'objectif de mieux connaître le monde de l'ESS, de peut-être participer aussi à des événements déjà organisés, parce qu'effectivement, il y a des salons de l'ESS, il y a déjà des événements spécifiques dédiés à l'ESS, et comment l'ESS, du coup, s'intègre dans l'existant. Comment elle participe à un congrès, par exemple HLM, comment elle participe à un forum des associations déjà sur un territoire, voilà, comment elle s'inscrit déjà sur l'existant pour mieux promouvoir l'ESS, en tous les cas au niveau local. Voilà. Et rendre du coup visibles les acteurs locaux dans les quartiers en QPV. Du coup, on s'est posé la question comment communiquer sur l'ESS et mieux valoriser ce qui est fait aujourd'hui en matière de coopération avec l'ESS. Donc, on a dû prendre appui sur l'existence, ce que je viens de vous évoquer, donc inclure l'ESS, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'IAE, on connaît beaucoup. On connaît beaucoup l'ESS via l'IAE, mais on ne connaît pas beaucoup. En tous les cas, moi, en tant que représentante de bailleur social, l'ESS est un peu associé à l'IAE et on ne connaît pas tout ce que peut proposer l'ESS en termes de services, où on associe souvent l'ESS à des petites actions de proximité. Mais en fait, dans l'ESS, on a aussi des entreprises de grande envergure qui apportent des projets, qui apportent une expertise. Ce qui fait la différence aussi, c'est on s'est proposé de comment dirais-je, valoriser l'expertise habitant, concertation des habitants. Les entreprises de l'ESS vont faire la différence avec une entreprise, on va dire, classique, marchande. Et souvent, quand on va s'adresser à l'ESS, c'est parce qu'on a besoin de cette compétence. Et c'est de valoriser aussi cette compétence d'expertise d'usage, on va dire, de connaissance d'expertise d'usage, de monter un projet partagé dans une démarche de coproduction et de faire de l'habitant pas simplement une personne informée, mais un contributeur. Voilà. Et ça, les entreprises de l'ESS savent le faire. Et ça, c'est une expertise qui n'est pas assez valorisée, donc c'est aussi de communiquer sur cette expertise qui fait la différence avec un opérateur économique marchand classique. Voilà. Donc, c'est vraiment l'enjeu, c'était la visibilité de l'ESS, mais au niveau local, et la valorisation de leur expertise, de leur plus-value en termes d'économie de l'ESS. Voilà. Merci. Donc, on va essayer de s'emparer de ces questions. Je demande aux trois participants de cette dernière séquence